Bienvenue sur Hippocampe. Hippocampe est un podcast qui aborde la santé mentale. Ce podcast donne la voix à celles et ceux qui traversent ou ont traversé une période difficile, mais aussi aux accompagnants, aux soignants, qui apportent leur aide, leur savoir et leur soutien sur les chemins du rétablissement. Retrouvez des témoignages, des interviews de professionnels, des ressources et bien plus. Ce podcast informe, donne des clés, mais ne se substitue en aucun cas à la rencontre avec un professionnel de santé. Bonne écoute. La santé mentale, c'est quoi au juste ? Parmi les multiples définitions que l'on peut trouver, j'ai choisi un condensé de celles qui me parlaient le plus. Car oui, la neutralité est importante, mais il y aura toujours une part subjective dans mes propos. Je m'appuie notamment sur l'OMS pour vous dire déjà qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Elle ne se définit pas non plus seulement par l'absence de troubles. Elle est complexe puisqu'elle varie d'une personne à une autre, avec divers degrés de difficulté, de souffrance et des manifestations qui peuvent être très différentes selon les individus. En résumé, on peut dire que la santé mentale correspond à un état de bien-être qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de travailler, d'apprendre. Il est important aussi de se rappeler que c'est un droit fondamental de tout être humain. Nous aborderons dans ce podcast les différents problèmes de santé mentale, qu'ils soient liés à un trouble, un handicap ou à tout autre état qui engendre des souffrances. Tout au long de notre vie, de multiples déterminants peuvent se combiner pour protéger ou pour compromettre notre santé mentale. Il s'agirait donc, en quelque sorte, de trouver le bon équilibre, propre à chacun, qui respecte nos besoins, pour se rapprocher au mieux de notre propre définition idéale de la santé mentale. Car, à mon sens, il n'y a pas de normalité. J'ai la chance d'accueillir pour ce premier épisode Nadia. Nadia a 33 ans et comme de nombreuses personnes, Nadia a souffert à un moment de sa vie d'un problème de santé mentale, l'attaque de panique. Et ce sera la thématique aujourd'hui. Avant qu'elle nous parle de ce qui lui est arrivé, nous allons faire plus ample connaissance avec Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Marie. Tout d'abord, merci d'être ici. Peux-tu nous dire pourquoi, selon toi, parler de la santé mentale est important ? Parce que c'est un sujet très intéressant et je pense que d'en parler, ça peut-être aider certaines personnes car on peut tous être confrontés à un moment donné à un problème à ce niveau-là. Et en parler, ça peut être un début pour trouver une solution. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'attitude envers les troubles psychiques, elle n'est pas souvent la même malheureusement qu'envers les troubles physiques. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, avant qu'on parle de ce qui t'est arrivé et ton histoire par rapport à l'attaque de panique, juste pour vous expliquer un petit peu l'origine de ce podcast, donc j'ai choisi de l'appeler Hippocampe déjà parce que c'est un mot que j'affectionne particulièrement, qui a plusieurs significations. C'est à la fois un petit animal marin et à la fois une structure du cerveau qui joue un rôle important dans la mémoire et puis dans l'apprentissage. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des invités qui nous parleront un petit peu plus de sa fonction. Maintenant, je vais te laisser un petit peu plus la voix. Nadia, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu as traversé il y a quelques années ? Oui, alors il y a quelques années, j'ai traversé une période un petit peu difficile qui a commencé brusquement, donc un jour assez ordinaire, où je me suis levée comme tous les jours pour aller en cours à la fac. Et du coup, je me sentais pas très bien ce jour-là. Le matin, j'étais un peu... je me sentais un peu malade, donc j'ai décidé l'après-midi de ne pas aller en cours en fait et de rester chez moi. Et du coup, j'étais assise sur mon canapé en train de travailler sur un travail scolaire quand tout à coup, mon cœur s'est mis à battre très vite, de manière très brutale, sans aucune raison. Et en même temps, j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Et je me suis retrouvée brusquement en fait dans un état comme si je venais de courir un marathon avec le cœur qui palpitait, le souffle court et sans explication, sans raison. Donc c'est très inquiétant. Du coup, je suis sortie en fait dans la rue et je suis allée dans une pharmacie où j'ai expliqué ce qui m'arrivait au pharmacien et le pharmacien m'a accompagnée chez un médecin qui m'a dit que j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Et cette crise d'angoisse, ça a été le début d'une période qui pour moi a duré à peu près 6 mois, qui a été assez difficile à traverser parce que je me suis retrouvée à avoir différents symptômes corporels en fait assez désagréables et déroutants.
Et du coup, alors tu nous as pas mal parlé un petit peu de ce qui se passait physiquement pour toi à ce moment-là. Alors tu nous parlais un petit peu de souffle coupé, de palpitations, et voilà, ça c'est des symptômes de l'attaque de panique qui peuvent être quand même assez différents selon les personnes. Et du coup, au niveau émotionnel, psychiquement, comment tu te sentais ? Qu'est-ce qui se passait en toi ? Je me sentais pas particulièrement déprimée, mais par contre, je me sentais inquiète. Et voilà, c'était vraiment l'inquiétude et la sensation de danger qui ressort. Et donc, parce que suite à cette première crise d'angoisse, a commencé à se développer pour moi un malaise assez général qui durait tout le temps en fait. Et j'ai différents symptômes comme ça physiques qui se sont ajoutés au fil des mois. Quelques jours après cette première crise d'angoisse, je me sentais toujours mal, mais la crise était passée, donc j'étais tendue de manière générale, mais voilà, sans plus. Et un jour où j'étais en train de manger, en fait, j'ai une bouchée qui s'est un petit peu coincée dans ma gorge, et voilà, j'ai commencé à partir de ce moment-là à avoir du mal à avaler mes aliments. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu quotidien. J'arrivais plus en fait à me nourrir normalement, donc c'était assez bizarre et je comprenais pas du tout pourquoi, mais pour moi c'était très compliqué de manger tout bêtement. Donc j'ai eu toute une période où j'étais obligée de couper mes aliments très petits ou de manger de la soupe, des purées, des choses comme ça, parce qu'il y avait plus rien qui passait. Donc voilà, ça c'était un peu le deuxième symptôme assez déroutant qui est intervenu pour moi. Et donc le temps passait et ça s'arrangeait pas, et j'avais de nouveau des crises d'angoisse comme la première qui parfois se manifestaient, donc tout à coup comme ça, sans forcément que je m'y attende, une espèce de tempête un peu physique assez violente, avec des palpitations, le souffle court, et en plus de façon générale une difficulté à manger. Après j'ai commencé à avoir du mal à déglutir aussi, à avaler ma salive, donc du coup j'étais tout le temps très tendue et j'avais l'impression qu'il y avait plus grand chose qui passait en fait. La nourriture passait plus, l'air avait du mal à passer, et j'étais dans cet état-là un peu en permanence. C'est-à-dire que quotidiennement, en fait, ce que tu vivais, même quelque part entre deux crises d'angoisse, c'était douloureux en fait aussi, quoi. C'est pas comme si les symptômes s'arrêtaient entre chaque crise, ça continuait en fait quelque part. Voilà, il y avait un malaise général entrecoupé comme ça de crises d'angoisse, et c'était impossible à maîtriser. J'arrivais pas à faire passer ces symptômes, et j'avais l'impression que ça empirait. Et du coup, j'imagine que le fait comme ça d'avoir des difficultés au moment des repas et puis même des crises assez régulières, ça a dû avoir un impact pour toi dans ta vie personnelle, sociale, ou même peut-être à l'époque tu étais à la fac, du coup. Comment t'as réussi en fait à quand même concilier tous ces aspects-là ? Est-ce qu'il y a des choses que t'as dû mettre en pause ? Comment ça s'est passé ? Il y a rien que j'ai dû vraiment mettre en pause, mais c'était vraiment un gros effort en fait sur moi-même de continuer toutes les activités que je faisais, que ça soit aller à la fac, que ça soit gérer le petit boulot que j'avais à l'époque, ou même parfois simplement voir ma famille ou mes amis, parce que souvent on se voit pour manger ensemble. Donc pour moi c'était compliqué, parce que comme il me fallait beaucoup plus de temps du coup pour finir une assiette qu'habituellement, et que c'était bizarre comme attitude de couper sa nourriture en tout petits morceaux, de pas arriver à avaler. Donc voilà, ça c'était j'ai jamais eu de gros problèmes par rapport à ça, mais c'était quand même un peu compliqué. Parce que du coup tu as pu en parler à ta famille, à tes amis à cette époque-là de ce qui se passait pour toi ? Oui, j'ai pu en parler, et c'est vrai que j'avais du soutien autour de moi, mais ça ne passait pas, malgré ça. Et j'avais une impression de grande fatigue aussi générale. Ça prenait pas mal d'énergie d'essayer de maîtriser ces symptômes. Voilà, ça pouvait me mettre un peu, des fois, douloureux physiquement, parce que j'avais vraiment l'impression que rien ne passait.
Et du coup, donc tu me disais tout à l'heure que ça a duré à peu près 6 mois, tu avais à peu près une vingtaine d'années à ce moment-là de ta vie. Du coup, comment tu as pu résoudre ce problème-là ? Qu'est-ce que tu as entrepris ? Alors oui, j'ai essayé de trouver des solutions. Je suis allée chez le docteur, donc j'ai vu même plusieurs médecins. Déjà pour m'assurer qu'il s'agissait bien de problèmes d'angoisse, parce que les symptômes que j'avais, c'était vraiment essentiellement physique. Comme je disais tout à l'heure, je me sentais pas triste ni déprimée, j'avais pas spécialement de problème. Donc voilà, j'ai voulu un peu voir ce qu'il en était. J'ai des médecins qui m'ont fait faire des examens à cette époque, pour s'assurer que c'était pas un problème physique. Mais qui n'ont pas su vraiment me donner de solutions en fait pour aller mieux. Et du coup, je me suis tournée un peu vers la médecine par les plantes. J'ai essayé d'acheter en pharmacie des médicaments un peu doux, pour tenter de calmer ces symptômes-là. Ça n'a pas forcément marché non plus. Puis j'ai fini par aller voir un médecin homéopathe en fait qui m'a donné un traitement qui m'a bien convenu, avec beaucoup de médicaments homéopathiques et phytothérapiques à prendre au quotidien. Et à partir de ce moment-là et de cette consultation-là, pour moi, ça a commencé à aller mieux petit à petit. Notamment, les crises d'angoisse qui étaient devenues régulières se sont calmées à partir de ce moment. Les symptômes physiques n'ont pas disparu tout de suite, mais peu à peu, ça a commencé à s'améliorer. Ça a commencé à être moins violent au fil du temps, en fait. Voilà, tout doucement, ça s'est arrangé. Et est-ce que tu penses du coup que c'est vraiment la pratique de l'homéopathie qui a aidé à aller vers cette guérison, ou est-ce que tu penses que c'est le fait que finalement il y ait une personne qui ait pris du temps pour toi, qui t'a écouté, qui a vraiment pris l'intégralité de tes symptômes pour t'accompagner, qui a été bénéfique finalement à l'amélioration de ce trouble-là ? Alors je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense que peut-être que les médicaments m'ont permis d'apaiser un petit peu certaines tensions physiques, et en même temps le fait d'avoir un médecin qui me convenait bien, qui m'a donné l'écoute dont j'avais besoin à ce moment-là, ça m'a permis de me redonner un petit peu confiance. Ouais. Est-ce que du coup tu as trouvé le pourquoi en fait, qu'est-ce qui a déclenché ces attaques de panique ? Quel a été l'élément déclencheur, s'il y en a eu un ? Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur. Je pense que c'est peut-être différents facteurs de stress pas très graves, mais qui se sont un petit peu accumulés, qui ont fait que cette période d'anxiété un peu aiguë est intervenue à ce moment-là de ma vie. D'accord. Et du coup, tu me disais qu'après, petit à petit, les crises avaient diminué. Et aujourd'hui, en fait, est-ce que tu peux nous dire comment ça va ? Parce que c'était il y a plus de 10 ans. Est-ce que du coup, il y a eu à nouveau des phases comme ça dans ta vie ? Est-ce que ça va mieux ? Comment ça se passe pour toi ? Ça va beaucoup mieux. Ça a fini par en fait vraiment passer totalement. Et alors ça, c'est quelque chose que je trouve important, parce qu'en fait, à l'époque où ça m'est arrivé, cette période d'angoisse, j'étais persuadée que ça allait durer toute ma vie, qu'il y avait un avant et un après cette première crise d'angoisse, et que j'allais jamais retrouver l'état de bien-être dans lequel en fait je me trouvais sans le savoir avant le déclenchement de cette période d'anxiété. Et voilà, c'était une perspective un peu très inquiétante pour moi, de penser que je me sentirais jamais bien comme avant. Et en fait, si. Finalement, j'ai retrouvé cet état normal. Donc ça va bien. Je pense que c'est super positif aussi comme message, et c'est important aussi de l'entendre, qu'il y a des possibilités pour trouver soit un chemin de rétablissement, voire même, comme ça a été pour toi, plutôt une guérison même. J'imagine que cet épisode de vie a aussi changé ton rapport à la santé mentale. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? C'est vrai que ça m'a amenée à m'intéresser un peu plus à la question, et c'est assez mystérieux de se dire qu'on peut avoir comme ça d'un coup des symptômes physiques en fait, mais qui sont dus à quelque chose de psychique.
même si j'ai jamais vraiment analysé et mis exactement le doigt sur ce qui, moi, m'a déclenché ça. En fait, oui, on voit que c'est... Il y a tout un mystère du cerveau quand même, quoi. Enfin, c'est impressionnant de voir ce que le mental fait sur le corps. Voilà. Ça tombe bien, puisque juste après, on ira interviewer un professionnel de santé mentale qui pourra nous en dire un petit peu plus sur l'attaque de panique et sur son fonctionnement. Pour terminer, que pourrais-tu dire à un ou une amie qui vit une période similaire à celle que tu as vécue ? D'aller voir un médecin en qui il a confiance pour lui en parler, de parler autour de lui de ce qui lui arrive et de pas se décourager parce que c'est vrai que pour moi cette période-là était vraiment inquiétante et comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que ça risquait de jamais guérir et je voyais pas vraiment la solution à mon problème quand je vivais cette situation. Mais je pense qu'en fait, c'est possible d'en guérir et que ça passe. Donc voilà, je dirais de ne pas se décourager. Peut-être de ne pas en avoir honte aussi, finalement. Oui, tout à fait. Merci Nadia. Après avoir échangé avec Nadia, j'ai voulu en savoir plus sur les attaques de panique. Elle comme moi, on se demandait si ça touchait beaucoup de personnes, pourquoi ça se manifestait ainsi et surtout s'il y avait des solutions. En effectuant quelques recherches, je suis très vite tombée sur la respiration anti-panique, une technique que propose Marielle à son cabinet. Marielle est psychologue clinicienne. Bonjour Marielle. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, est-ce que l'on sait si les attaques de panique touchent beaucoup de personnes au cours de leur vie ? Alors oui, il y a des études qui ont été faites et dans ces études-là, ils montraient qu'il y avait 2 à 3% de la population générale qui était touchée par des attaques de panique au moins une fois dans leur vie. Toujours selon les mêmes études, ça toucherait plus les femmes que les hommes. Et la première attaque de panique se manifesterait dans la vingtaine. C'est vrai qu'on observe souvent cela, un début des symptômes plutôt à l'adolescence, voire à l'âge adulte. Est-ce que du coup il y a une explication à ça ? Alors, il n'y a pas une cause exacte et entièrement définie des attaques de panique. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a différents facteurs, que ce soit des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, familiaux, biologiques, psychologiques, et c'est un peu un mix de tout ça. Alors on parle de facteurs génétiques ou familiaux quand dans la famille il y a déjà un terrain anxieux. Si on a des parents ou des grands-parents très facilement stressés, on a grandi dans un environnement stressé et stressant, donc on est plus susceptible de faire une attaque de panique. Ça veut pas dire qu'on va forcément en faire une probabilité. Et puis après, il y a aussi des facteurs psychologiques qui peuvent inclure des pensées, des croyances négatives sur soi et des interprétations de l'environnement. Autour de la vingtaine, par contre, ce qu'on peut observer, c'est que c'est le passage à l'âge adulte. Donc il peut y avoir beaucoup de questionnements sur le sens de la vie, sur son orientation, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, est-ce que les études qu'on a commencées nous plaisent ou nous plaisent pas, l'entrée dans la vie active, sur le travail que j'ai choisi, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie. Un peu le climat un peu anxiogène de ces derniers temps aussi, je vais devoir faire ça jusqu'à très très longtemps dans ma vie. Et ça peut contribuer à créer de l'angoisse et du coup derrière des attaques de panique. D'accord. Et Nadia nous l'exprime plutôt bien dans l'interview. Il y a un début et une fin à ce qu'elle a vécu avec en tout une période qui a duré environ 6 mois. À quel moment est-ce qu'on peut parler de trouble panique ? Alors pour l'attaque de panique, ça arrive une fois dans sa vie. On parle de trouble panique, en tout cas dans le DSM-5, à partir du moment où on fait 2 attaques de panique inattendues et consécutives, suivies d'1 mois de préoccupation anxieuse concernant cette attaque de panique.
et qu'on refait une attaque de panique. À partir de ce moment-là, on peut parler de trouble panique. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre une attaque de panique et une crise d'angoisse ? Pas complètement. En fait, l'attaque de panique, c'est une énorme crise d'angoisse. Ça nous emmène aussi à ce qui se passe dans le cerveau et du coup dans le corps au moment de l'attaque de panique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là ? Alors, au moment de l'attaque de panique, en fait, on est géré par de manière générale, on est géré par notre système nerveux central. Et dans le système nerveux central, il y a 4 sous-systèmes. Donc là, on va s'intéresser à 2 d'entre eux, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Dans le système nerveux sympathique, c'est celui qui est là pour répondre quand il se passe quelque chose, sur combat ou fuite. Donc en gros, on peut le voir comme un accélérateur. Il se passe quelque chose, poum, tout mon corps va envoyer des hormones et va préparer mon corps à combattre ou à fuir. Et ce système nerveux sympathique, en fait, dans l'attaque de panique, à un moment, il a détecté quelque chose de dangereux et prépare notre corps à fuir. Donc du coup, on a des manifestations physiques comme des palpitations cardiaques, on sent son cœur qui s'accélère. On peut avoir des tremblements, des sueurs, parfois des nausées, des étourdissements, des engourdissements, des picotements, enfin en fait, comme si on allait courir ou combattre. Sauf que comme on le fait pas, ça reste à l'intérieur et que ça crée beaucoup de sensations internes. Oui, et c'est d'ailleurs ce que dit Nadia dans l'interview, c'est qu'elle a l'impression finalement de courir un marathon. Oui, c'est vraiment ça la sensation. Et du coup, notre corps est bien fait, et il y a un frein. Donc on a le système sympathique qui est l'accélérateur, et le système parasympathique, c'est le frein. Et donc pour pouvoir l'enclencher, alors il y a différentes techniques, mais le parasympathique, c'est vraiment quand on est en état de relaxation, par exemple, quand on est tranquillement assis sur le canapé chez nous, c'est le parasympathique qui a pris le dessus, parce que on est tranquille. Et on peut gérer le sympathique et le parasympathique avec la respiration. Et il y a une respiration qui s'appelle la respiration anti-panique, et qui justement aide bien en cas de crise d'angoisse, en cas d'attaque de panique, à un moment, on va inspirer moins longtemps que ce qu'on va expirer. Alors je vous le reformule de manière plus claire. Par exemple, on inspire, on bloque notre respiration et on expire. Et on va expirer plus longtemps. Donc on peut inspirer 3 secondes, bloquer notre respiration 3 secondes et souffler comme si on soufflait dans une paille sur 6 ou 7 secondes. Et on inspire par le nez. Et cette respiration, c'est quelque chose qu'il faut faire une fois, plusieurs fois. Comment ça se passe ? Alors on va le faire une fois, on va voir comment on se sent, on peut le refaire une deuxième fois, une troisième fois. Le seul risque, si on le fait trop, c'est qu'on active trop le parasympathique et qu'on risque de s'évanouir. Donc on y va doucement sur cette respiration. On fait 1 ou 2 fois, on voit comment on est, s'il y a besoin de le refaire une troisième fois. Mais en tout cas, déjà, ça aide et ça vient enclencher le parasympathique sur « on freine ». Non, on n'est pas en train de courir un marathon. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on peut entendre, c'est comme une sensation un peu de danger imminente. Parfois, la personne a même peur de mourir, en fait. Et du coup, de ce que je comprends, le fait d'activer le système parasympathique, ça apaise en quelque sorte le corps, mais aussi le cerveau. Oui. Si je peux respirer, si je peux souffler plus longtemps, c'est que je suis pas en danger. En tout cas, dans le cerveau, à ce moment-là, c'est très binaire, c'est danger, pas danger. C'est une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est une toute petite glande à l'arrière du cerveau, et qui gère nos émotions, et c'est elle qui déclenche, en fait, la notion de danger. Là c'est dangereux, pouf, survie. Et du coup, quand on va prendre le temps de respirer tranquillement, avec le ventre, ça va s'apaiser. Parce qu'on envoie le message inverse de « non, je suis pas en danger ». Et c'est vrai que ce qui est bien dans cette méthode, c'est cet aspect non culpabilisant, parce que parfois on peut entendre d'une personne en fait qui veut en rassurer une autre des mots comme par exemple calme-toi, alors qu'en fait c'est pas du tout ça qui fonctionne, même au contraire quoi. Non.
Non, à ce moment-là, on n'est pas dans le présent, on est dans la sensation de danger et il faut que je m'en sorte et on est dans quelque chose de l'ordre de la survie de l'espèce. Et que du coup, c'est plutôt, ok, comment je me calme, comment je respire, qu'est-ce que j'amène comme info du présent à mon corps pour qu'il puisse tout doucement s'apaiser. Pour en revenir à Nadia, elle n'a pas forcément de réponse quand je lui pose la question sur l'origine de ses troubles. Elle parle notamment d'une période assez chargée, la fac, les examens, le petit job à côté. Est-ce qu'on sait s'il y a toujours un élément déclencheur qui est lié à la première attaque de panique ? Quel qu'il soit, effectivement, dans ce que Nadia a pu dire, ça a été un cumul de choses un peu stressantes, un peu de waouh, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Et ça crée un emballement du mental et du corps sur ah, puis j'ai ça à faire, et puis ça, 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 et que à un moment, le corps ressent ça comme un danger sur waouh, ça s'arrête jamais. Et que ça peut être angoissant. Il n'y a pas forcément toujours un seul élément déclencheur, c'est plutôt des facteurs. Donc j'imagine que l'on peut guérir ce trouble, mais du coup, comment on fait ? Est-ce qu'on doit avoir recours à un ou une psychologue, ou est-ce qu'on peut aussi envisager peut-être de traiter la question par soi-même ? Alors quand ça devient trouble, en général, c'est que ça devient envahissant pour la personne. Donc il y a plusieurs solutions, un peu comme a fait Nadia, où finalement elle est allée voir un médecin qui l'a écouté, qui lui a permis de poser certaines choses. Et puis parfois ça peut être, effectivement, c'est devenu vraiment trop envahissant et on va aller voir un psychologue. Et derrière, c'est dans l'intérêt de la psychothérapie, en tout cas c'est comment on apprend à gérer ses émotions, comment on apprend à les accepter et à les accueillir. Et puis aller chercher aussi les causes de l'attaque de panique. Parce que parfois, ça peut être aussi lié à différents facteurs, et entre autres, des fois, des traumas. Alors, pas toujours, mais c'est dans son histoire quel lien on peut faire, qu'est-ce qui a déclenché l'attaque de panique, qu'est-ce qui déclenche, est-ce que c'est toujours les mêmes choses, est-ce que ça se déclenche à l'improviste, mais si c'est toujours la même chose, qu'est-ce que c'est, et comment on peut aller comprendre et mettre du sens autour de ça. Du coup, quand on dit trauma, qu'est-ce qu'on entend exactement ? C'est un moment, un événement traumatique qui nous est arrivé. Alors ça peut être un viol, ça peut être une agression, ça peut être avoir vécu un séisme, un tsunami, ça peut être un accident de voiture. En fait, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être un événement ponctuel, par exemple un accident de voiture, tout comme ça peut être des événements répétitifs dans l'enfance, que ce soit des agressions sexuelles qui ont été répétées, ou ça peut être aussi à l'école un maître ou une maîtresse qui nous répétait sans arrêt qu'on était nuls. Et que là, ça vient créer du trauma pour la personne parce que c'est une attaque de l'estime de soi. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir entre 2 et 3 personnes qui pouvaient vivre une attaque de panique à un moment de leur vie. Parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a certainement une partie qui ont dû être concernées. On pourrait déjà leur conseiller la respiration anti-panique. Mais qu'est-ce qu'on peut du coup dans ce cas-là conseiller aussi aux proches, parce que c'est vrai que quand on voit une personne qui est en train de faire une attaque de panique, ça peut être extrêmement perturbant, faire peur, et on ne sait pas comment forcément réagir. Comment est-ce qu'on peut apporter une aide, un soutien à une personne qui vit ça ? Alors déjà, c'est rester calme soi-même. La personne n'est pas en train de mourir, même si elle vous dit « je suis en train de faire une crise cardiaque ». Non, dans l'attaque de panique, on ne fait pas de crise cardiaque. C'est du coup rester calme et l'aider à rester calme. Et qu'effectivement, si la personne connaît la respiration anti-panique, c'est l'aider à faire et à dire « regarde, on fait comme moi, allez, on inspire, on bloque, et on souffle, et tu souffles comme dans une paille, allez, on y va ». Et puis voir comment la personne va, et hop, on l'encourage à refaire cette respiration une deuxième fois. Et puis l'orienter dans le présent, sur « ok ». Qu'est-ce qui se passe autour de toi. Donc le 5, 4, 3, 2, 1, pour ceux qui connaissent pas, c'est 5 choses que je vois. Donc en général, on choisit une couleur. Donc par exemple, 5 choses rouges autour de moi.
Donc la personne va citer les 5 choses rouges qu'elle voit. Et puis 4 choses que la personne entend. Donc 4 choses, tous les bruits qu'il y a autour. 3 choses que je ressens à l'extérieur, donc au niveau kinesthésique. Donc ça peut être les pieds sur le sol. Là je suis assise, donc je sens la chaise sous mes jambes, mon pull sur mon bras. Et puis ça peut être 2 choses que je sens au niveau de l'odorat et une chose que je sens dans ma bouche. Donc quitte à avoir quelque chose à manger à ce moment-là, pouvoir donner à la personne sur « ok, ça a quel goût ?» Et là, ça permet vraiment d'orienter la personne dans le présent et que le corps puisse voir que non, il n'y a pas de danger, donc au niveau de l'amygdale, on se calme. Et donc ça va apaiser le corps pour ensuite venir apaiser le mental. Ouais, c'est ça. Oui, là on va passer... Enfin, c'est le corps qui parle, on parle au corps. Et du coup, comment on peut, nous, être finalement un petit peu acteur là-dedans et aussi peut-être accompagner un petit peu la personne vers le soin? Si elle lui en parlait, c'est voir aussi déjà si elle est en capacité d'entendre que là, pour elle, c'est devenu envahissant et que ça l'empêche de vivre. Parce qu'il y a certaines personnes, elles peuvent développer beaucoup d'évitement et se dire, systématiquement, dès que je sors de chez moi, je fais une attaque de panique, donc du coup, je sors plus de chez moi et je vis entièrement chez moi. Et là, du coup, ça devient un peu embêtant pour la personne. Et c'est comment, dans l'entourage, on peut l'amener à dire, en fait, l'extérieur, c'est bien aussi, et du coup, c'est dommage de se couper de ses amis, de la famille, de son travail et de plein d'autres choses, parce qu'on a peur. Et du coup, lui dire, moi en tant qu'ami, je peux t'aider à faire ça et ça, je peux t'accompagner quand tu sors de chez toi, etc. Mais il y a un moment, je te sens pas bien avec ça. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des soins qui pourraient être plus appropriés? Une aide professionnelle. Et du coup, est-ce qu'on sait si le fait de traiter ce trouble au début des symptômes, c'est-à-dire ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, plutôt au début de l'adolescence ou de l'âge adulte, va ensuite avoir un impact sur la facilité, la possibilité en tout cas de guérir ce trouble? Ah oui, c'est plus simple, parce que du coup, on a géré... qu'une ou 2 attaques de panique et pas 15 ans d'angoisse. Et donc du coup derrière il y a moins de croyances aussi, il y a moins d'évitement. Au niveau du cerveau, il y a des connexions qui se font, notre cerveau fait des connexions à chaque fois qu'on fait une nouvelle expérience. Et du coup plus on répète cette expérience, plus la connexion se renforce. Et donc du coup plus par exemple on fait d'attaques de panique et plus on va générer de la peur de que ça recommence, et donc la connexion et les croyances qui vont être associées vont être plus fortes que si on a fait entre guillemets, quelques attaques de panique. Est-ce qu'on peut du coup aussi suggérer peut-être à la personne de se rendre chez son médecin ou peut-être voir même un psychiatre pour peut-être bénéficier d'un traitement d'appoint qui va venir potentiellement soulager la personne? On peut, il y a des médicaments qui existent pour aider à gérer l'angoisse. Après, ça dépend si la personne est à l'aise avec le fait de prendre des médicaments ou pas. Et c'est surtout, mais c'est mon avis de psychologue, pas que la seule solution des médicaments. D'accord, merci Marielle pour toutes ces informations. J'aimerais terminer avec une question en vous demandant si vous auriez une ressource à conseiller à nos auditeurs et nos auditrices. Ça peut être une œuvre d'art, un livre, un film. Alors plutôt des livres. Le livre d'Emmanuel Contamant, Prenons soin de nous, le guide pratique d'autothérapie. Et puis un autre livre, alors aussi sur la respiration, qui s'appelle Cohérence cardiaque 365 et qui est du docteur David Oer. Et ces 2 livres, je les trouve bien faits. Celui du docteur Contamant, vraiment, parce qu'il explique plein de petites techniques et que du coup on peut choisir celle qui nous parle le plus.
Et celui du Dr O'Hare sur la cohérence cardiaque, c'est vraiment plus de la gestion émotionnelle au jour le jour, où la cohérence cardiaque, c'est un type de respiration où on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes pendant 5 minutes, et dans l'idéal à faire 3 fois par jour. Et c'est vraiment pour avoir une meilleure régulation émotionnelle. Et donc derrière, potentiellement avoir moins d'attaques de panique. Cet épisode touche à sa fin. Merci à Nadia et à Marielle qui ont accepté d'être mes premières invitées sur Hippocampe. Vous l'aurez compris, les attaques de panique, c'est un sujet complexe qu'il ne faut pas prendre à la légère. Elles peuvent avoir un impact fort sur la vie quotidienne. Que leurs origines soient issues d'un traumatisme, d'un contexte anxiogène ou bien d'autres facteurs, ne restez surtout pas seul avec cette problématique. Même si l'on a parfois l'impression que c'est le mental qui dirige, la place du corps est très importante et peut permettre un apaisement. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos suggestions. Lors des prochains épisodes, nous parlerons de dépression postpartum mais aussi d'addiction. À très vite!